Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que franchement, j'aurais adoré qu'on m'explique plus tôt. Comprendre les conversations rapides en français. Vous voyez le truc ? En classe, tout va bien, puis dans le bus ou au café, c'est le blackout. Ouais, salut tout le monde. Moi, c'est Emmanuel, et je confirme, même après des années en France, j'ai eu ce moment de solitude. Genre, la première grande réunion chez la famille de ma femme. Je pensais que mon français était pas mal, mais les conversations, oulala, c'était comme écouter un groupe qui parle en code secret. Mais tellement ! Et puis, il y a cette pression-là de pas vouloir interrompre. Moi, je me souviens encore, mon tout premier café à Paris. Le serveur, hyper sympa pourtant, il me sort un flot de mots et j'avais l'impression qu'il me parlait en arabe. J'ai juste dit oui à tout. Résultat, j'ai eu une soupe au lieu d'un café crème. C'est si vrai. Bon, on va essayer de déculpabiliser tout le monde et de partager nos astuces aujourd'hui. Déjà, on commence par ce mystère. Pourquoi c'est plus facile de capter un prof que deux amis français dans la rue ? Franchement, en cours, tout coule tout seul, non ? Mais oui, en fait, les profs, ils parlent souvent lentement, articulent chaque mot, ils font phrases complètes, ils choisissent un vocabulaire transparent, quoi. Et puis ils corrigent même s'ils voient qu'on comprend pas. C'est ça. Puis, avez-vous déjà remarqué comme tout semble plus simple en classe ? Il y a une structure, un topo rassurant. Dans la vraie vie, t'oublies tout presque. Voilà. Et là, t'atterris dans le métro, deux personnes qui discutent à côté. T'as vu ? Je sais pas, mais laisse tomber. Pouf, la moitié des mots disparaît. Mais c'est dingue, hein ? On peut décrypter ensemble. T'as vu, c'est pas as-tu vu ? Même ce je sais pas, on entend je sais pas. Ou pour moi, à Marseille, je sais pas, limite. Ah, les contractions. Et l'argot régional, c'est quelque chose. Un jour, il y avait une bande qui disait peu cher toutes les 2 minutes. J'ai cru que c'était un personnage de film. J'avoue, même moi à Paris, la première fois qu'on m'a sorti « c'est chaud patate », j'ai cru qu'on allait me servir quelque chose à manger. Oui, faut pas oublier toutes ces ellipses. On ne dit jamais vraiment « je ne sais pas », on dit « je sais pas ». Ça accélère tout, et parfois c'est complètement imagé. Tiens, veux que je te fasse le Parisien pressé ? Ouais, tu vois, je suis crevée, le métro blindé, bref, laisse tomber. Ce genre de petites formules rapides, c'est tout un art. Faut vraiment les choper à la volée. Exactement. Et tu retrouves des idiomes genre « ça fait un bail » ou « être à la bourre ». À l'oreille, ça va vite et ça déboussole, c'est clair. Mais heureusement, le contexte aide énormément. Même si tout file trop vite, généralement, tu comprends les grandes lignes rien qu'en observant, non ? Carrément. Genre tu commandes au marché, t'entends des bruits autour, la vendeuse fait un clin d'œil. Même si t'as pas capté tous les mots, tu devines, parce que le contexte t'aide. Ton paquet de tomates, tu sais qu'il a plus de chances d'arriver que ton explication grammaticale. Et parfois, faut juste laisser couler et se dire « Ok, j'ai compris l'essentiel, c'est déjà bien ». Alors là, question cruciale, est-ce qu'on ose demander de répéter ou on fait style qu'on a compris ? Franchement, moi je le fais sans cesse. Surtout en anglais. Je prétends que c'est mon côté scientifique, mais en vrai, je bug. Bon, veux-tu jouer le rôle pour ceux qui osent pas ? Allez, je suis le Parisien pressé. Tu joues l'apprenant ? Pardon, vous pouvez répéter plus doucement, s'il vous plaît ? Ah oui, pardon. Je disais, la sortie du métro, c'est tout droit et à gauche. Là, normalement, ça marche, Quand on ose demander, les gens ralentissent naturellement. Pour s'entraîner, ce qui aide vraiment, ce sont les petits extraits de films, podcasts, émissions radio, des trucs du quotidien, quoi. Oui, et même la musique française, c'est pas mal pour l'oreille. On comprend pas toujours la première fois, mais à force, on chope des tournures, des expressions, et puis le rythme de la langue. Je partage souvent sur mes réseaux des chaînes YouTube faites exprès pour les apprenants. Faut pas hésiter à les explorer. Chaque voix, chaque style, ça fait progresser. Ah oui, et alors on parle beaucoup de sous-titres. Franchement, regarder une série française avec les sous-titres, ça aide vraiment. C'est ce que je conseille le plus souvent. Parfois, je me revois à zapper 10 fois la même scène d'une série américaine juste pour réussir à comprendre un jeu de mots ou l'intonation. Oui, et pour progresser, faut pas hésiter à revoir une scène plusieurs fois, y a pas de honte. Ça, c'est le nerf de la guerre, la frustration. On se dit « je jamais y arriverai », alors que tu progresses sans t'en rendre compte. Même après tant d'années, j'ai encore des moments de confusion. Mais bon, faut noter les petites victoires. Dans un carnet, je compte les mots nouveaux ou la fois où j'ai capté enfin une blague. C'est motivant. J'adore l'idée d'un journal des petites victoires linguistiques. Même une expression pigée dans le bus, ça compte. Bon, alors, on résume. Écoutez régulièrement.
ne pas hésiter à répéter, demander de l'aide et surtout, ne jamais paniquer. C'est normal de pas tout comprendre tout de suite. Exactement. Et la prochaine fois qu'un Parisien dit « c'est relou », ne faites pas comme moi, hein. J'ai cru que c'était une marque de chaussures. Haha, merci de nous avoir suivis. Et surtout, revenez la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes sur le français authentique. Merci à toi, Charline. Merci Emmanuel. À très vite et bon courage à toutes et tous. Prenez soin de votre français et amusez-vous. Salut. Maintenant, si vous vous demandez « Ok, mais je fais comment dans la vraie vie ?» Rejoignez des groupes de conversation, même en ligne, ou participez à des ateliers, ça fait toute la différence. Oui, et il y a aussi toutes sortes d'applications d'échange linguistique. Tu parles avec des natifs, tu fais des erreurs, mais à force, ça devient instinctif. Et c'est moins stressant hors du cadre scolaire, non ? Absolument. Je conseille de se programmer des soirées françaises, films en VO, podcasts ou carrément ateliers d'écriture. On est vite surpris par les progrès. Pour aller plus loin, trouvez un club ou un groupe près de chez vous. Ça peut être un apéro, un atelier de cuisine, un club de lecture. L'important, c'est l'ambiance décontractée. Et vraiment, les apps d'échange, c'est top. Les corrections sont immédiates, tu peux y aller sans gêne et ça te fait bosser ton oreille à toute heure. Pensez aussi à vous imposer des petits rituels français chaque semaine. Matez un film, participez à un atelier, juste pour garder le rythme et la spontanéité. C'est ça qui marche en fait. Plus tu exposes ton cerveau à la langue dans des situations banales, plus ça devient naturel. Les groupes de conversation, les apps, les séries, il faut juste s'y tenir. Et faut pas croire, les natifs font plein d'erreurs aussi. Du coup, c'est détendu, on apprend les uns des autres. Et surtout, soyez réguliers, même si c'est 10 minutes par jour. Exactement. La régularité, c'est le secret. Peu importe la méthode que vous choisissez. Vous pouvez aussi, je sais pas, par exemple, écouter un podcast en français pendant vos trajets ou lire un article chaque matin. Ou alors, participer à des cafés linguistiques, même en ligne. C'est à la mode. Et ça donne envie de parler sans pression scolaire. Et tenez un journal de bord. Notez un mot, une expression, et réfléchissez à comment vous avez communiqué là, aujourd'hui. Ça change tout sur la durée. Plus vous écoutez chaque jour, plus l'oreille s'habitue. Un podcast, une chanson, même 20 minutes par jour, c'est bien. Et quand on participe à des ateliers, on s'entraîne sans voir le temps filer. Les expressions nouvelles arrivent naturellement. Notez-les dans votre journal, repérez vos blocages, fêtez chaque progrès. Ce qui est génial aussi, c'est d'écouter des vraies conversations et de noter les mots ou tournures qui reviennent. On enrichit vite son vocabulaire comme ça. Oui, et faut pas rester passif. Posez des questions, reformulez ce que vous entendez, essayez d'en parler ensuite, même à voix haute. Ça booste la compréhension et la confiance. Et il n'y a pas que la langue. Allez à des expos, des festivals, des projections de films français. À force, tous ces petits bouts de culture, ça se glisse dans votre façon de comprendre et même de répondre. Si vous aimez lire, pensez au club de lecture en français ou au groupe de discussion. C'est immersif et on apprend les subtilités presque sans le vouloir. Ne vous fixez pas l'objectif d'être parfait du premier coup. Un objectif réaliste par session, un mot ou une expression nouvelle notée sur un carnet, c'est déjà énorme. Relisez vos notes, célébrez le moindre progrès. Et souvenez-vous que chaque petite victoire vous rapproche de la fluidité. Plus vous intégrez ces habitudes, discutez en vrai, utilisez les apps, organisez une soirée série en français, plus vous serez à l'aise quand ça s'accélère. Et plus vous augmentez vos occasions d'écouter vraiment, moins vous serez surpris par les conversations rapides. On s'habitue. Essayez d'écouter des dialogues naturels chaque jour. Une vidéo courte, un extrait de podcast. Concentrez-vous sur les contractions, les expressions rapides. Et puis, après avoir écouté, reformulez à voix haute ce que vous avez compris. Ou écrivez-le. On retient mieux, et ça rend la compréhension active. Vous pouvez aussi faire des petits jeux. Trouver un partenaire linguistique et simuler un dialogue rapide. C'est fun et super formateur. Il y a tellement d'outils aujourd'hui. Les applis de reconnaissance vocale te corrigent en live. Les transcriptions te permettent de revoir un dialogue mot à mot. On peut même créer des quiz interactifs à partir de dialogues authentiques, histoire de réviser les idiomes ou les contractions façon jeu. Pour dompter le débit rapide, je conseille de cibler des tout petits bouts de dialogue. Écoutez, notez ce que vous comprenez, puis cherchez ce qui vous a échappé. Et n'oubliez pas de reformuler, à l'oral ou à l'écrit. Plus on s'entraîne, plus le global nous saute aux oreilles, même quand tous les mots ne sont pas clairs.
Avec un partenaire ou un coach, vous pouvez simuler ce genre de situation pour vous entraîner à demander des précisions aussi. Allez, challenge du jour. Sortez, participez à un événement ou à un café linguistique. Écoutez, puis, si possible, enregistrez-vous en train de résumer ce que vous avez compris. Et si vous bloquez, essayez la méthode de l'observation active. Demandez « ça veut dire quoi exactement ?» Les gens aiment expliquer. Toujours avec la technologie, plus vous utilisez la reconnaissance vocale ou la transcription automatique, plus vous repérez les subtilités du débit natif. Et les jeux en ligne, même pour adultes, sont super pour s'habituer aux idiomes dans un contexte ludique. Variez les sources tous les jours. Un podcast, un extrait vidéo, une discussion spontanée, ça fait de votre oreille un vrai détecteur d'accent. Et tenez ce fameux journal d'apprentissage. Notez chaque nouvelle expression et forcez-vous à l'utiliser dans une prochaine conversation. On boucle la boucle. Club, groupe, appli, sessions immersives. Plus vous le faites, plus ça devient votre normalité et moins vous aurez d'appréhension. Et puis, c'est fun. Franchement, on échange, on rit de nos erreurs, on apprend plus vite. L'aventure vaut le coup. Astuce bonus avant de se quitter, enregistrez-vous en train de dire des mots courants. Écoutez la version native à côté. On repère vite les petits défauts de prononciation. Enrichissez votre vocabulaire d'expressions idiomatiques. Pratiquez-les et tentez un atelier de phonétique ou de prononciation. C'est là qu'on sent la différence dans les échanges rapides. Bon voilà, on espère que ça vous donnera envie de foncer dans les conversations rapides sans vous prendre la tête. Merci d'avoir été avec nous. Merci Charline, merci à tous et toutes pour votre écoute fidèle. On se retrouve très vite sur French Podcast pour continuer à progresser ensemble. Salut à toi Charline. Salut Emmanuel et bonne immersion à tous. À bientôt. Écoute la deuxième partie de Podcast Bienvenue dans français. cette nouvelle exploration personnalisée. On a sûrement tous vécu ça, cette différence. Le français qu'on apprend à l'école, Oui. et puis celui qu'on entend vraiment dans la rue, au boulot, avec les amis. Ouais, ça sonne pas pareil, c'est sûr. Non, pas toujours. Et parler couramment, bien comprendre, ce sont deux choses essentielles, bien sûr, mais c'est souvent plus complexe qu'on le pense d'y arriver. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, on va regarder de plus près des aspects vraiment cruciaux de cet apprentissage. Ah oui, lesquels? D'abord, la fluidité à l'oral. Comment on peut la mesurer, disons, objectivement. Ensuite, on va explorer pourquoi c'est si important de comprendre les différents styles de français parlé, les fameux registres de langue. Surtout dans certains contextes, si j'imagine. Exactement, comme au Québec, par exemple. Et puis, on touchera aussi à un défi plus fondamental, comment notre cerveau arrive à démêler les mots dans le flot continu de la parole. Fascinant. Et pour nourrir notre discussion, on s'appuie sur quoi? Des recherches spécifiques? Oui, des travaux universitaires assez pointus. Une étude qui propose un indice pour évaluer la fluidité chez les apprenants de français langue étrangère, le FLE. D'accord. Une autre qui analyse comment des immigrants adultes à Montréal comprennent le français standard et le français familier. Le standard et le familier, ok. Et une troisième qui explore comment on apprend à gérer les liaisons pour bien découper les mots quand on écoute. Très intéressant. L'objectif, donc, c'est de voir ce que ces recherches nous apprennent sur comment on progresse en fluidité, Oui, sur les difficultés de compréhension face aux différents parlers, et puis sur les mécanismes d'apprentissage derrière tout ça. c'est ça, une sorte d'immersion dans la mécanique même de l'acquisition du français, parlé et compris. Parfait. Alors, allons-y, commençons par la fluidité. On a souvent cette idée que parler sans accroc, sans hésiter, c'est le signe qu'on maîtrise vraiment la langue. Oui, c'est une perception très courante, cette idée d'aisance, de naturel. Mais c'est si simple, Sam. Mais le X, c'est que traditionnellement, pour évaluer ça, on utilisait plein de mesures différentes. Ah oui. Comme quoi, par exemple? La vitesse de parole, le nombre de pauses, la durée des pauses, les hésitations comme les répétitions, Ah oui, d'accord, beaucoup de choses. énormément. Et du coup, c'était difficile de comparer, de suivre les progrès en apprenant de manière claire. Assez complexe. Une vraie forêt de chiffres, quoi. Et la première étude dont tu parlais, elle propose une solution, une simplification. C'est l'idée, oui. Proposer un seul indice, une sorte de note globale entre 0 et 1 pour résumer la fluidité. D'accord, un chiffre unique. Et comment il est construit, cet indice?
Alors, les chercheurs ont combiné 4 mesures clés. 2 qui reflètent une meilleure fluidité, Donc des points positifs en quelque sorte. voilà, et 2 qui indiquent plutôt des difficultés, donc négatives. D'accord. Alors concrètement, ces mesures, c'est quoi? Les positifs d'abord. Alors, positivement, il y a la vitesse d'articulation, c'est le nombre de mots par minute, mais sans compter les pauses. Le débit réel quand on parle. Exactement. Et puis, la longueur moyenne des segments de parole, entre 2 pauses. Ah, plus on enchaîne de mots sans s'arrêter, mieux c'est pour l'indice. C'est ça, plus on parle vite, raisonnablement bien sûr, et plus on fait de longues séquences, plus l'indice monte. Logique. Et qu'est-ce qui fait baisser la note alors? Les aspects négatifs. Alors là, on trouve le taux d'hésitation. C'est la proportion du temps total de parole qui est occupé par les silences, les pauses. D'accord, le pourcentage de silence. Oui. Et aussi la fréquence des marques d'hésitation, les faux départs, les répétitions, ramenées à 100 mots. Mhm. Moins on fait de pauses longues et moins on utilise ces béquilles, plus on est fluide, selon cet indice. Tout à fait. La logique, c'est de combiner ces différents aspects qu'on associe intuitivement à la fluidité. Ça semble couvrir pas mal de choses, effectivement. Et comment ils ont validé ça sur le terrain? Ils ont testé l'indice. Oui, l'étude a suivi des étudiants non francophones qui apprenaient le français en France pendant 2 ans. 2 ans quand même. Oui, et ils les ont comparés à un groupe de locuteurs natifs. À 4 moments différents, tout le monde devait raconter une histoire après avoir vu une petite vidéo muette, une tâche assez spontanée. D'accord, pour voir comment ils parlaient naturellement. Voilà, leurs récits ont été enregistrés et puis analysés avec cet indice. Et les résultats? Est-ce que ça confirme que l'indice montre bien une progression? Globalement, oui. Chez la plupart des apprenants, l'indice a montré une amélioration sur les 2 ans. Les mesures positives augmentaient, les négatives diminuaient. Bon, c'est plutôt logique alors. Oui, mais attention, ce n'est pas une progression linéaire et facile pour tout le monde. Ah, qu'est-ce qui ressort d'étonnant ou de contre-intuitif? Le truc le plus frappant, je dirais, c'est l'énorme variabilité qu'ils ont observée. Chez les apprenants, hein? Oui, mais aussi et surtout chez les locuteurs natifs. Ah bon? Même les natifs sont très différents entre eux? Énormément. Leur vitesse d'articulation, par exemple, pouvait presque tripler d'une personne à l'autre. Triplé, c'est énorme. Oui, et leur taux d'hésitation aussi variait beaucoup. Certains passaient seulement 7% de leur temps en pause, d'autres près de 30%. Presque un tiers du temps. Ouais. Ça démystifie un peu l'idée de la fluidité parfaite et uniforme, non? Complètement. Et c'est plutôt rassurant pour ceux qui apprennent, je trouve. Oui, pas besoin de viser un idéal robotique alors. Exactement. Cette diversité, elle est naturelle. Et l'indice, justement, permet de la prendre en compte. D'autres points notables dans les résultats? Oui. Un autre truc intéressant. Certains apprenants, même assez avancés ou qui vivaient en France, donc en immersion, Oui. ils ont connu des phases de stagnation, voire de légères régressions temporaires de leur indice. Ah oui? Comment on explique ça? Les chercheurs suggèrent que ça pourrait être des phases de réorganisation interne, le cerveau qui restructure les connaissances linguistiques. Intéressant. Une sorte de plateau avant de repartir? Peut-être. Et à l'inverse, des apprenants qui partaient de moins loin ont parfois fait des progrès spectaculaires. Donc pas de parcours unique? Cet indice, il semble quand même être un outil potentiellement utile. On peut imaginer quoi comme application concrète? Oui, on peut en voir plusieurs. Déjà, pour la formation des profs de français. Ça aide à comprendre la complexité de la fluidité, le temps que ça prend. Pour être plus patient, peut-être? Oui, et pour mieux cibler les difficultés. Ensuite, pour l'évaluation, évidemment. C'est un outil plus objectif pour suivre les progrès d'un élève. Ou dans le groupe? Ou même pour évaluer l'efficacité d'une méthode, d'un programme pédagogique. Ça peut intéresser des organismes d'évaluation comme le HCRS en France, qui évalue les formations universitaires. Et on peut penser aussi aux technologies lab, les applis d'apprentissage, les logiciels WOOFs. Tout à fait. Ce genre de recherche, ça alimente directement les systèmes d'évaluation automatique de l'oral. Ah oui? Oui, il y a des projets qui cherchent comment utiliser ces mesures pour situer automatiquement un apprenant sur les niveaux du CE-CRL, le cadre européen. D'accord. Le fameux A1, A2, B1, B2. Exactement. Cette idée de variabilité chez les natifs, ça change quand même la perspective. Si même eux sont si différents, la fluidité parfaite, c'est peut-être un mythe finalement. C'est une belle manière de voir les choses, oui. Et ça m'amène à l'autre aspect, la compréhension. Si la façon de parler est si variable, comment on fait pour s'y retrouver? Surtout face aux différents styles de français, les registres dont parle la deuxième étude. C'est une excellente transition, oui. Parce que le français, comme n'importe quelle langue vivante, ce n'est pas un bloc uniforme. Ça change.
Selon qui parle, à qui. Exactement. Selon la situation, le contexte. C'est ce qu'on appelle la variation. Et les registres de langue s'en est une manifestation très claire. Alors, pour bien comprendre l'étude qui a été faite à Montréal, peux-tu nous rappeler les deux registres qu'elle compare? Oui. L'étude se concentre sur deux registres très courants au Québec. D'un côté, le registre standard québécois, C'est celui qu'on entend où, par exemple? dans les médias comme Radio-Canada, dans les situations plus formelles. C'est proche de l'écrit, mais avec des spécificités québécoises. D'accord. Et l'autre registre? C'est le registre familier, la langue de tous les jours, informelle, utilisée par la grande majorité des gens dans leurs conversations quotidiennes. Avec ses propres mots, sa propre grammaire? Oui, son vocabulaire, ses contractions, sa prononciation typique. Et un point important, au Québec, ce registre familier n'est généralement pas mal vu, pas stigmatisé comme peut l'être parfois le terme populaire en France. D'accord, c'est une nuance importante. Et c'est là que ça coince pour les apprenants. Surtout les immigrants qui suivent des cours de francisation. C'est précisément le problème soulevé. Ces cours, leur but, c'est l'intégration. Trouver du travail, participer à la vie sociale. Logique. Mais le français qu'on y enseigne est souvent très centré sur le standard, parfois au détriment du familier. Et du coup? Du coup, les apprenants se retrouvent un peu démunis dès qu'ils sortent de la salle de classe. Ils entendent une langue qu'on ne leur a pas vraiment apprise. Ils maîtrisent une version du français, mais pas forcément celle qu'ils rencontrent le plus souvent. C'est l'hypothèse de départ de l'étude montréalaise, oui. Tester la compréhension orale d'adultes en cours de francisation. Des niveaux différents? Oui, des niveaux intermédiaires à avancer, les niveaux 4 à 7 du programme québécois. On leur a fait écouter ces deux registres, standard et familier. Et comment ils ont mesuré la compréhension? Ils ont créé des petits dialogues très courts sur des situations de la vie quotidienne. Chaque dialogue existait en deux versions. Une standard, une familière. Malin. 45 apprenants les ont écoutés. Ensuite, ils ont répondu à des QCM, des questionnaires à choix multiples, pour voir ce qu'ils avaient compris. Et après, pour aller plus loin? Après, il y a eu des entretiens individuels pour discuter avec eux de leurs difficultés. Qu'est-ce qui avait bloqué? Et les résultats des QCM, ils sont clairs? Ils montrent une différence? Très clair. Pour les apprenants des niveaux 4, 5 et 6, la compréhension du standard est nettement meilleure que celle du familier. Ah oui, l'écart est grand? L'écart est statistiquement significatif, oui. Ils comprennent beaucoup mieux la version standard des dialogues. Mais ça évolue avec le niveau? Les plus avancés s'en sortent mieux avec le familier? Oui, c'est ça. Au niveau 7, qui est le plus avancé de l'étude, l'écart se réduit beaucoup. La différence n'est même plus significative statistiquement. Donc il semble avoir comblé une partie de ce retard en compréhension du familier. C'est ce que ça suggère. Mais il y a un autre constat un peu curieux. Ah oui? Si la compréhension du familier progresse assez logiquement avec le niveau global de français, Ce qui semble normal. oui, la compréhension du standard, elle, ne suit pas une courbe aussi linéaire. Bizarrement, c'est le niveau 6 qui a eu les meilleurs scores en standard. Meilleur que le niveau 7? Oui, meilleur que le niveau 7. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être un effet lié au groupe testé cette année-là. Étonnant. Et est-ce que des facteurs comme l'âge, le sexe, la langue maternelle des apprenants, ça joue un rôle? Apparemment, très peu. Les analyses statistiques n'ont pas montré de lien fort entre ces variables et les performances en compréhension, ni pour le standard, ni pour le familier. D'accord. Donc ça renforce l'idée que c'est vraiment l'exposition et l'apprentissage linguistique qui sont déterminants. Et les entretiens, alors? Qu'est-ce qui bloque la compréhension, selon les apprenants eux-mêmes? C'était très riche, oui. Pour le registre standard, les difficultés mentionnées sont assez générales. Des problèmes d'écoute, quoi. C'est-à-dire? Maintenir sa concentration, faire des liens entre les informations, comprendre ce qui n'est pas dit explicitement, l'implicite. Les défis classiques de la compréhension orale. Ok. Mais pour le registre familier, il y a des obstacles en plus? Des choses spécifiques? Oui. En plus de ces difficultés générales, il y a des problèmes directement liés aux caractéristiques du familier. D'abord, le vocabulaire. Des mots qu'ils ne connaissent pas. Exactement. Des mots comme char pour voiture, fret pour froid, sacoche pour sac à main, partie pour fête. Oui, des mots typiques. Ou parfois des mots qu'ils connaissent à l'écrit, mais qu'ils ne reconnaissent pas à l'oral dans leur forme familière, ou avec un sens un peu différent, comme souper pour le repas du soir. Je vois. Et au-delà du vocabulaire, j'imagine que la grammaire, la prononciation, ça joue beaucoup aussi. Ah oui, énormément. Les structures grammaticales particulières posent problème. Les formes contractées, par exemple. Comme je pas. Oui, je pas pour je ne suis pas. Ou les doubles pronoms. Et la phonétique, c'est un écueil majeur.
Les sons qui disparaissent? Oui, les élisions, les contractions très fortes, comme entendre un mendene pour à un moment donné, Ah oui, c'est difficile à attraper ça. très. Et parfois même, ils confondent des sons. Ils entendent alors au lieu de alors, par exemple. D'accord, beaucoup de défis spécifiques aux familiers. Et il y avait aussi une remarque sur le fait de ne pas avoir de support écrit. C'est juste. Quelques participants ont dit que c'était difficile pour eux, cet exercice 100% oral. Ils n'avaient pas l'habitude, pas de texte sous les yeux. Ce qui pose la question des habitudes d'enseignement, peut-être. Tout à fait. Ça interroge sur les pratiques pédagogiques courantes. Entraîne-t-on suffisamment l'écoute pure? Face à tout ça, quelle piste on peut imaginer pour l'enseignement du français? Si le but est vraiment l'intégration. La conclusion principale de l'étude est assez directe. Il faut absolument exposer les apprenants à la variation linguistique telle qu'elle existe, y compris le registre familier. Il ne s'agit pas forcément de leur apprendre à parler familier. Non, pas forcément, mais au moins qu'ils puissent le comprendre. C'est essentiel pour communiquer au quotidien. Et concrètement, on fait comment? On intègre ça dans les cours? Oui, ça passe par un enseignement plus explicite. Montrer le vocabulaire spécifique, expliquer les structures grammaticales, faire écouter et analyser les phénomènes phonétiques du familier. Avec des vrais documents? Oui, utiliser des documents authentiques, des extraits de conversations, de films, de séries. Audio et vidéo, c'est crucial. Pour développer aussi la compétence à reconnaître les registres? Exactement. Développer ce qu'on appelle la compétence sociolinguistique. Savoir quand un registre est utilisé, pourquoi et comment l'interpréter. Et bien sûr, entraîner davantage l'écoute, sans béquille visuelle ou textuelle. Beaucoup de pistes intéressantes. La recherche future devra sans doute préciser comment et quand intégrer tout ça au mieux. Oui, comment intégrer cette variation de manière progressive et efficace dans les parcours de francisation? C'est un enjeu fondamental. Ça touche directement à la capacité de s'intégrer, de communiquer. Mais pour comprendre n'importe quel registre, standard ou familier, il y a une étape encore plus basique. Il faut d'abord réussir à identifier les mots. Absolument. Juste entendre où un mot s'arrête et où le suivant commence dans le flot de paroles. Et ça nous amène à la troisième source qui parle d'un phénomène typiquement français, la liaison. Effectivement. Avant même de comprendre le sens ou le registre, il faut segmenter la parole, découper le flux sonore en mots. C'est un défi universel pour tous les bébés qui apprennent leur langue. Et la liaison française, ça complique les choses, hein. Oui, ça ajoute une couche de complexité, surtout pour les tout jeunes enfants. Juste un petit rappel rapide, la liaison, c'est quoi exactement? C'est quand on prononce une consonne finale d'un mot, qui est normalement murette, parce que le mot suivant commence par une voyelle. Comme dans les amis, le S de les qu'on entend? Voilà, on dit « le amis » et pas « le ami ». Et le problème pour celui qui apprend, c'est que ce son « the » pourrait sembler faire partie du mot « ami ». C'est exactement ça l'ambiguïté. Phonétiquement, le zami, ça ressemble à un mot imaginaire comme les samis, le sami. Ah oui. Alors, comment l'enfant, ou même l'apprenant adulte, devine que ce « the » n'est pas le début du mot « ami », mais qu'il vient du mot « les ». C'est ça le défi de la segmentation avec la liaison. C'est fascinant comme problème. Et comment notre cerveau fait pour résoudre cette énigme? La recherche nous donne des pistes? Oui, les travaux sur l'acquisition du langage chez les bébés montrent qu'ils mobilisent petit à petit tout un tas d'indices. Ce n'est pas une seule clé, mais un faisceau de stratégies. Quels sont ces indices? Les premiers qui apparaissent? Très tôt, les bébés utilisent ce qu'on appelle les indices phonotactiques. Phonotactiques. Oui, en gros, ils apprennent intuitivement quelles séquences de sons sont possibles ou fréquentes à l'intérieur d'un mot en français et quelles séquences marquent plutôt les frontières entre les mots. D'accord. Une sorte de règle implicite sur les sons qui vont bien ensemble. C'est un peu ça. Ça leur donne une première grille pour découper la parole. Mais la liaison, ça doit brouiller ces pistes phonotactiques, non? Si, justement. Et c'est là qu'interviennent d'autres indices très puissants. Les indices statistiques. Le cerveau du bébé est une machine incroyable pour détecter des régularités. Oui. Et surtout, des variations dans la langue qu'il entend. Comment la variation aide pour la liaison? Je ne vois pas bien. Prenons un exemple. Le mot « arbre ». Un enfant va l'entendre parfois après « un » avec un « n » de liaison. Un arbre. D'accord. Parfois après « les » avec un « z ». Les arbres. Parfois après « petit » avec un « t ». Petit arbre. Et parfois sans liaison du tout après le, l'arbre. Ah, je vois. Le mot arbre apparaît avec différentes consonnes devant ou sans rien. Exactement. Et cette alternance, cette variation, c'est un indice très fort pour le cerveau.
C'est lui suggère que ces consonnes N, Z, T ne font pas vraiment partie du mot arbre lui-même. C'est malin. Et on entend vraiment cette variété quand on parle aux enfants. Oui, l'analyse de la parole adressée aux enfants confirme qu'ils sont massivement exposés à cette variabilité des liaisons. C'est fondamental pour apprendre à segmenter correctement. Donc, la richesse et la diversité de ce qu'on entend sont cruciales. Est-ce qu'il y a d'autres indices qui se développent plus tard? Oui, bien sûr. Au fur et à mesure que l'enfant apprend du vocabulaire et des règles de grammaire, il utilise ses connaissances dites top-down pour mieux segmenter. Top-down, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il part de connaissances plus générales pour interpréter le détail. Par exemple, savoir que des mots comme un, des, les sont des déterminants et qu'ils sont souvent suivis de liaisons spécifiques, ça aide à anticiper et à bien découper. D'accord. Il utilise la grammaire pour prédire la liaison. C'est ça. Des études montrent que vers 30 mois, les enfants utilisent déjà ce lien entre le déterminant et la liaison pour mieux comprendre. Et chez nous, les adultes en utilisent des indices encore plus fins. Oui, les locuteurs experts sont sensibles à de très subtiles différences acoustiques. La durée et l'intensité d'une consonne de liaison ne sont pas exactement les mêmes que celles d'une consonne qui fait partie du mot suivant. Des micro-détails sonores. Exactement. Ces détails aident aussi à lever l'ambiguïté, même si c'est largement inconscient. C'est incroyable comme le cerveau intègre tous ces niveaux d'information en même temps. L'étude mentionnait aussi un petit débat théorique sur la nature de la liaison. Oui, très brièvement. Sans trop entrer dans les détails techniques, il y a principalement deux visions. Certains linguistes pensent que la liaison est comme un morceau flottant de la fin du mot précédent qui se prononce ou pas. D'accord. D'autres pensent plutôt que c'est un son qu'on insère entre les deux mots, une épenthèse. Les données sur comment les enfants apprennent et les erreurs qu'ils font semblent plutôt soutenir cette deuxième hypothèse. Intéressant. Mais, quelle que soit la théorie exacte, qu'est-ce que cet exemple de la liaison nous apprend de fondamental sur l'apprentissage du langage oral? Ça illustre magnifiquement qu'une tâche qui nous paraît simple, comme entendre les mots séparément, mobilise en réalité des processus cognitifs hyper complexes. C'est clair. Le cerveau intègre en permanence des infos qui viennent des sons, des statistiques d'apparition des mots, de la grammaire, du vocabulaire, du contexte. C'est un travail énorme. Et ça souligne encore une fois l'importance de la variation dans ce qu'on entend. Absolument. C'est cette variation qui permet au système d'apprentissage de découvrir les règles cachées, les régularités de la langue. Le cerveau est vraiment une machine à détecter des motifs. Voilà une belle mise en perspective pour conclure. On a donc exploré la fluidité orale, on a vu qu'on peut essayer de la mesurer avec un indice, mais qu'elle reste complexe, très variable, même chez les natifs. On a abordé l'importance cruciale de comprendre les différents registres du français, notamment le familier, surtout dans un contexte comme le Québec, et le fait qu'il est souvent un peu oublié en classe. Oui, c'est un vrai enjeu. Et on a terminé en plongeant dans les mécanismes assez incroyables qui nous permettent de découper la parole en mots. Un défi bien illustré par le cas de la liaison en français. Ces trois aspects, la production fluide, la compréhension de la variation et la perception fine pour segmenter, sont vraiment très liés. Ils montrent bien toute la richesse et la complexité qu'il y a dans le fait de s'approprier une langue seconde. Tout à fait. Et tout ça, ça m'inspire une dernière question, une sorte de pensée à emporter avec soi. Ah oui. Quand on voit cette variabilité native, en fluidité, quand on voit les défis que posent les registres non standards et la complexité cognitive qu'il faut pour gérer des choses comme la liaison, qu'est-ce que ça signifie vraiment, au fond, de maîtriser le français? Vaste question. C'est une question essentielle en effet. Est-ce que c'est atteindre une norme parfaite? Peut-être pas. Peut-être que la maîtrise, finalement, ce n'est pas tant d'atteindre une norme idéale, unique et uniforme, qui n'existe peut-être pas vraiment. Mais plutôt la capacité à naviguer. À naviguer avec une certaine aisance au sein de toute cette complexité, de toute cette variation qui est inhérente à n'importe quelle langue vivante. savoir jongler avec ces différents aspects, accepter cette variabilité, ça ferait partie intégrante de la compétence elle-même en fait. C'est une belle façon de le dire. Peut-être bien plus qu'une simple étape vers une perfection un peu illusoire. Une réflexion intéressante à poursuivre, chacun en pensant à sa propre expérience avec la langue.